Les grands empires, on a l'impression qu'ils sont là pour l'éternité. Et puis un jour, tout bascule. Mais leur chute, ce n'est jamais juste une fin. C'est souvent le début, un peu chaotique, de quelque chose de complètement nouveau. Aujourd'hui, on va justement plonger dans un de ces moments charnières, l'effondrement de l'immense empire de Charlemagne. Regardons juste ces deux cartes une seconde. À gauche, on a un empire immense, unifié. Et à droite, à peine plus d'un siècle plus tard, on a une sorte de mosaïque de plein de petits territoires. Alors la question c'est, comment a-t-on bien pu passer de l'un à l'autre aussi vite? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va voir ensemble. Pour comprendre cette transformation radicale, il faut revenir un peu en arrière, à la fin du IXe siècle. L'empire de Charlemagne, qui paraissait si puissant, est en fait déjà très fragile de l'intérieur. Et il est sur le point de faire face à des attaques qui vont tout changer. Le truc, c'est que sa plus grande force, sa taille gigantesque, était devenue sa plus grande faiblesse. C'était tout simplement impossible à gouverner et à défendre efficacement avec les moyens de l'époque. Les frontières étaient de vraies passoires et le pouvoir central était bien trop loin pour réagir à temps. Et c'est dans ce contexte, alors que l'Empire est déjà sur la corde raide, qu'une nouvelle menace venue de l'extérieur va débarquer et mettre le feu aux poudres. Les raids des fameux hommes du Nord. Alors, petite précision, mais elle est super importante. On a tendance à parler des Vikings comme si c'était un seul peuple. Mais en réalité, le mot viking en vieux norrois, ça ne désignait pas un peuple, mais une activité. L'expédition, le raid, la piraterie. Ces Norrois, ces hommes du Nord, ce n'était pas une nation, mais plutôt plein de groupes de guerriers qui cherchaient fortune. Et pour mener ces expéditions, ils avaient une arme secrète, un avantage technologique de dingue, le Langskip. Ce bateau, c'est une petite merveille. Il est rapide, maniable et surtout, il a un fond plat. Ça veut dire qu'il peut non seulement naviguer en haute mer, mais aussi remonter les fleuves très très loin à l'intérieur des terres. Parfait pour lancer des attaques surprises là où personne ne s'y attend. Et quand on regarde cette carte, on comprend l'ampleur du phénomène. De l'Irlande jusqu'à Constantinople, de Paris jusqu'au fin fond de la Russie, aucune région de l'Empire n'était vraiment à l'abri. C'était une pression constante de partout et totalement imprévisible. Un vrai cauchemar à défendre. Forcément, face à une menace aussi diffuse et rapide, tout le système politique de l'Empire commence à se fissurer. Ces raids incessants, ce n'est pas qu'un problème militaire, ça va provoquer une véritable crise de l'autorité. Le problème est en fait assez simple. Le roi et son armée principale mettaient un temps fou à se mobiliser. Le temps d'arriver sur place pour contrer un raid, eh bien, les pillards étaient déjà repartis depuis longtemps avec le butin. L'impuissance du roi est devenue évidente pour tout le monde. Et c'est logique, quand le chef ne peut plus assurer la sécurité, le pouvoir se déplace. Il ne disparaît pas, il glisse. Il passe des mains du roi à celles des puissants seigneurs locaux, les ducs et les comtes qui sont eux sur le terrain. Ces grands seigneurs, ils ont pris les choses en main. Ils ont commencé à construire des châteaux, à lever leurs propres armées pour la défense du coin, et même à exercer des pouvoirs qui, normalement, appartenaient au roi, comme rendre la justice. En gros, ils sont devenus les vrais patrons de leur région. Mais ce chaos ne va pas durer éternellement. De cette fragmentation va finalement naître un ordre politique complètement nouveau. Ce n'est pas juste l'histoire d'une destruction, c'est aussi celle d'une reconstruction, mais sur des bases très différentes. Alors que la stratégie militaire est un échec, une idée complètement nouvelle et même radicale pour l'époque va émerger. Certains dirigeants se sont dit « Bon, puisqu'on n'arrive pas à les battre par les armes, peut-être qu'il faudrait négocier avec eux. » L'exemple le plus incroyable, c'est celui de ce chef norrois, Rollon. Il a mené des raids tellement violents qu'il a fini par rassiéger Paris et Chartres. Le roi de l'époque, Charles le Simple, était incapable de le repousser. Il a donc été forcé de faire quelque chose d'impensable, s'asseoir et négocier. Retenez bien cette date, 911, c'est l'année de la signature du traité de Saint-Clair-sur-Epte, un accord qui va littéralement redessiner la carte de la France de l'Ouest. Et voilà le résultat. Pour stopper les raids, le roi donne à Roland et à ses hommes un immense territoire autour de l'embouchure de la Seine. En échange, Roland se fait baptiser et surtout, il jure de défendre le royaume contre les autres pillards. C'est un coup de génie, les envahisseurs deviennent les protecteurs. Et ces hommes du Nord, les Normands, viennent de fonder ce qui deviendra l'un des plus puissants duchés d'Europe, la Normandie. Mais attention, pendant ce temps-là, à l'Est, dans ce qui deviendra l'Allemagne, il se passe quelque chose de très différent. Là-bas, une nouvelle dynastie, les Ottoniens, réussit à repousser les envahisseurs. Et forts de leur succès militaire, eux, ils ne négocient pas. Ils restaurent l'autorité. Ils reprennent le rêve de Charlemagne et fondent le Saint-Empire romain germanique. On a donc deux réponses à la crise, la fragmentation et l'intégration à l'Ouest, la consolidation et la restauration à l'Est. Bon, si on fait le bilan de toute cette période de bouleversement, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Quel est l'héritage durable de cet effondrement spectaculaire? En fait, c'est un effet domino assez clair. D'abord, la pression militaire des raids révèle les failles du pouvoir central. Du coup, ce pouvoir s'effondre et le pouvoir réel passe aux seigneurs locaux. Et enfin, ces nouveaux pouvoirs locaux deviennent les fondations de nouvelles entités politiques. C'est une réaction en chaîne qui a redéfini l'Europe.
Et c'est peut-être ça le point le plus fascinant. C'est dans ce chaos, dans les ruines de ce grand rêve d'empire unifié, que l'on voit naître timidement les premières esquisses de la France, de l'Allemagne et des autres nations européennes qu'on connaît aujourd'hui. Alors, au final, on peut se poser la question, est-ce qu'on doit voir cet effondrement comme une catastrophe, la fin d'un bel idéal d'unité ? Ou est-ce que c'était peut-être le chaos nécessaire, le Big Bang politique, qui a permis à l'Europe moderne et diverse de voir le jour ? La question reste ouverte.